Je m'appelle Patrice Delabrosse et je vous dis bonjour au nom de Lire à tout âge. Aujourd'hui, vous entendrez plusieurs lectures dont deux sont courtes. On va parler entre autres de patates, de chiens et de chats et de santé. Oh, mais pas de Covid-19, pas de vaccin, c'est promis. Je commence par une petite histoire, l'histoire de deux frères qui vivaient paisiblement à la campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme, en parfaite harmonie. Puis, un différend apparut entre eux à la suite d'un malheureux malentendu. Ce désaccord se creusa jour après jour jusqu'à créer un fossé profond entre les deux frères qui s'entendaient si bien auparavant. Un jour, un vagabond qui cherchait du travail frappa à la porte du frère aîné. Il lui offrit de faire des réparations en échange d'être nourri. « Oui, j'ai du travail pour toi. Regarde de l'autre côté de ce ruisseau, c'est la maison de mon cadet. Il y a quelque temps, il m'a offensé gravement. Je veux lui montrer que je ne veux plus de lui. Près de ce ruisseau, entre nos maisons, je veux que tu construises un mur afin de lui montrer qu'il n'est plus le bienvenu chez moi. » Le vagabond répondit : « Je crois comprendre la situation entre vous deux. » Les deux hommes réunirent ensemble le bois nécessaire à la construction, puis le frère aîné partit en voyage, laissant le vagabond faire le travail. Quelques jours plus tard, l'aîné revint chez lui. Le travail était déjà terminé. Mais quelle surprise! Au lieu d'un mur, il y avait un joli pont qui unissait les propriétés des deux frères. Aussitôt qu'il vit qu'il était de retour, le cadet sortit de sa maison et courut accueillir son frère en s'exclamant : « Quel grand cœur tu as ! Construire un pont alors que nous étions en colère. Je suis fier d'être ton frère. J'espère devenir un jour aussi compréhensif et aussi généreux que toi. » Pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, le vagabond se prépara à partir. « Non, attends, lui dirent les deux frères, reste avec nous, tu seras notre invité. » En continuant de se préparer, il répondit : « Je voudrais bien rester, mais j'ai d'autres ponts à construire. » Contrairement à une croyance répandue, la pomme de terre est un légume comme les autres, riche en éléments nutritifs, en vitamines et en minéraux. Voyons ce que nous en dit Véronique Leduc. « Il y a quelques années, dit-elle, on m'a demandé le plus sérieusement du monde si je voulais écrire un livre de 300 pages sur la patate. J'ai refusé au départ, ne voyant pas comment il serait possible de remplir toutes ces pages. Mais finalement convaincu et transformé, je signai Épatante patate, un an plus tard, déterminé à en faire en sorte qu'on cesse de sous-estimer ce pauvre légume qui a souvent eu la vie dure, mais qui a pourtant fait partie de notre histoire et de notre culture comme aucun autre. On l'a blâmé, on l'a boudé, on l'a évité souvent au cours de l'histoire. D'abord parce qu'on lui prêtait un côté maléfique. En Europe, on a longtemps cru que les aliments qui poussaient sous terre étaient impurs. Ensuite parce que le tubercule était associé à une nourriture qu'on donnait au bétail, et finalement parce qu'on la disait mauvaise pour la santé. Pourtant, la patate a toujours su retrouver son chemin, et au Québec, elle est partout dans nos plats réconfortants. Qui n'a pas le puissant souvenir d'un ragoût qui mijote, des patates pilées crémeuses que préparait sa grand-mère, ou de la pomme de terre au four toute garnie servie dans certains restaurants?
Il y a aussi les plats québécois traditionnels comme la tourtière du lac Saint-Jean, le pâté chinois ou la poutine, qui n'existeraient pas sans le tubercule. Et sincèrement, comment imaginer un repas à la cabane à sucre sans ces pommes de terre bouillies, une fondue chinoise sans patates grelots, un smoke meat sans sa patate frite? Franchement, quel autre légume peut se vanter d'être indispensable à autant de nos plats favoris? En consacrant plusieurs mois de ma vie à découvrir la patate, j'ai aussi pu constater que tout le monde a ses souvenirs liés à elle. Faites le test pour voir. Quelqu'un vous assurera que les patates pilées de sa famille sont les meilleures. Un autre vous racontera les sacs de frites bruns à 1 $ ramenés de la pataterie du coin. Alors que un autre parlera des chips associés au pique-nique à la plage, ou les salvatrices poutines de fin de soirée à la sortie des bars. Et toujours, ces moments sembleront précieux pour ceux qui les raconteront. Ce n'est pas tout. Après avoir fait sa place dans nos assiettes, la pomme de terre a réussi à être la star de plusieurs de nos œuvres culturelles. Elle se retrouve dans des dizaines de chansons, des romans, des livres pour enfants, des films qui ont marqué le Québec. La bottine souriante a par exemple sa chanson à répondre bien sûr, consacrée aux pommes de terre. Le groupe traditionnel Mes Aïeux chante la poutine dans Hommage en grains, tandis que le groupe Omnichrome a lancé en 2007 sa chanson Danse la poutine. À la télévision, qui n'a pas connu la célèbre réplique de Thérèse « Steak, blidin, patate ». Et c'est sans parler de la place que le tubercule occupe dans notre langage. Qui ne s'est jamais fait dire de ne pas lâcher la patate lorsque son projet faisait patate ou qu'il en avait gros sur la patate? Aujourd'hui, je fais publiquement mon mea culpa à la patate, dit-elle. J'avais de toute évidence sous-estimé la profondeur de ses racines, petit trait d'humour au passage, chez le peuple québécois. Maintenant, je suis intarissable à son sujet, et je dis à ceux qui diraient que la pomme de terre n'est pas omniprésente dans nos vies, qu'ils sont dans les patates. Mais connaissez-vous votre patate? On estime que la pomme de terre est connue depuis des lustres au Québec, mais qu'elle a été longtemps rejetée. Autour de 1760, après 3 ans de famine, on peut d'ailleurs lire dans ces archives que des colons avaient dû manger des pommes de terre, qui leur répugnaient plus que tout. La pomme de terre est par la suite adoptée et on signale sa culture à Gaspé dès 1776. Puis elle devient une nourriture essentielle pour une partie croissante de la population. Au Québec, à la fin du XVIIIe siècle, les maisons doivent offrir de la place pour de bonnes quantités du tubercule que l'on pourra manger à l'année. C'est pour cette raison qu'on privilégie des caves vastes, fraîches, humides, sans être froides. On ira même jusqu'à relever les fondations de certaines constructions existantes. Ainsi, plusieurs maisons du Québec se transforment. Cette nouvelle architecture a aussi une valeur symbolique. Une habitation juchée sur une cave haute est signe d'une abondance de denrées, et donc d'une certaine aisance. Autour des années 1780, on donne à l'agronome et nutritionniste français Antoine-Augustin Parmentier la responsabilité de populariser en Europe la consommation de la pomme de terre, où on est réticent à la consommer comme cette sombre racine. Entre autres moyens déployés, il plante des pommes de terre sur un terrain gardé de jour par des soldats dans le but de faire croire aux Parisiens que les plants ont une grande valeur. L'idée fonctionne parfaitement. Pendant la nuit, des habitants volent des plants et vont les faire pousser clandestinement.
la culture de la pomme de terre en France était lancée. On apprend peu à peu à apprêter la pomme de terre de diverses façons. En 1840, dans la Nouvelle cuisinière canadienne, premier livre de cuisine publié au Québec, on trouve 2 recettes l'incluant. L'une pour préparer une farce, l'autre pour cuisiner une tourtière aux patates. Peu de gens le savent, mais au début de l'été, les champs de patates en fleurs sont d'une grande beauté, et ce pendant 3 ou 4 semaines. C'est grâce aux morelles, de petites fleurs blanches, roses, rouges ou mauves. Selon les variétés, il faut entre 60 et 140 jours à un plant de pommes de terre pour arriver à maturité. La frite est le plat le plus consommé dans les restaurants du Québec. Elle fait partie de plus de 17% des commandes, devant le poulet et les salades. Contrairement à une croyance très répandue, la pomme de terre est un légume comme les autres, riche en éléments nutritifs, en vitamines et en minéraux. Comme la plupart des légumes, elle est majoritairement composée d'eau, mais elle contient aussi des protéines, de l'amidon, des fibres, surtout si on conserve la pelure, du potassium, de la vitamine C et du fer. Certains producteurs de pommes de terre du Québec estiment que la mauvaise presse qu'a connue la pomme de terre dans les dernières années vient du régime Montignac, dans lequel on encourageait les gens à couper les 4 P, soit les pâtes, le pain, les pâtisseries et les patates. Pourtant, les glucides qu'elle contient ne sont pas un problème, c'est plutôt le fait de trop en manger qui le serait. La pomme de terre appartient à la grande famille des solanacées, qui comprend aussi parmi ses 2700 espèces la tomate, l'aubergine, les poivrons et la plante du tabac. Au Québec, environ 80% des pommes de terre qu'on retrouve sur le marché sont cultivées sur le territoire de la province. La meilleure façon de conserver ces pommes de terre à la maison est de les entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière. On évitera de les conserver au réfrigérateur ou à proximité de pommes ou d'oignons, ce qui pourrait les faire germer. Bien entreposées, elles se conservent plusieurs semaines. En 1995, les pommes de terre sont devenues le premier légume à être cultivé dans l'espace. En 2016, la pomme de terre était le légume le plus cultivé au Canada. Des répliques inspirées de la poutine québécoise se retrouvent aujourd'hui dans une trentaine de pays aux 4 coins du monde. Nul doute que très bientôt, lorsque vous verrez une pomme de terre ou de la purée dans votre assiette, vous repenserez à tout ça. À travers toutes ces charmantes vidéos montrant un chien et un chat qui s'amusent ensemble, la réalité n'est pas toujours aussi rose. Il existe un chien qui n'aime pas les chats, et je vais vous raconter une petite histoire originale à son sujet. Est-ce que c'est du réel? Je vous laisse juger. Ce chien s'appelait Popeye. Il avait des grandes oreilles, tellement longues et douillettes qu'il s'en servait de doudou pour se protéger du froid quand arrivait l'hiver. Comme la plupart des animaux de son espèce, Popeye n'aimait pas les chats. Pire encore, il les détestait. Il disait qu'ils passent leur temps à manger, à se bagarrer ou à dormir. Chaque fois qu'il voyait un chat, il se mettait très en colère et ne lui donnait pas longtemps avant de remballer ses poils et de mettre les voiles. Un jour, dans le quartier des Abîmés, où vivait Popeye, il y eut même une guerre entre chiens et chats. C'est dire si l'entente et la collaboration étaient impossibles.
Et évidemment, les toutous avaient eu raison des matous. Depuis, il faut reconnaître que la vie était plutôt paisible dans le coin, et Popeye n'avait plus de raison de se mettre en colère. Cependant, lorsqu'il se reposait, il ne fallait surtout pas lui chatouiller les oreilles, qu'il avait longues et sensibles. Pourtant, un matin, alors que Popeye s'apprêtait à faire la sieste, une douce et belle mélodie, venue de l'autre bout de la ville, arriva jusqu'aux oreilles du cabot. C'était Pipouille, le chat qui gratouille. Il avait des griffes tellement longues qu'il s'en servait pour faire beaucoup de choses, mais ce qu'il faisait le mieux, c'était de jouer de la guitare. La musique de Pipouille était si douce et envoûtante et ne faisait pas beaucoup de bruit, mais Popeye avait les oreilles si grandes et délicates qu'il entendait tout et n'en perdait pas une miette. « Oh, mais d'où vient cette belle musique? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux. Il faut absolument que je trouve celui ou celle qui joue cette mélodie. » Alors Popeye partit à la rencontre du mélomane, sans penser un seul instant qu'il pouvait s'agir d'un chat. Mais la musique venait de loin, de tellement loin que le chien se mit à courir de plus en plus vite, guidé par le son délicieux des notes de guitare. Comme il courait très vite et qu'il y avait un peu de vent, tout d'un coup Popeye avait les pattes qui ne touchaient plus terre. Mieux encore, il se mit à voler à travers les airs, et ses oreilles battaient comme des ailes d'avion. Popeye aimait ça, il se sentait libre et apaisé par cette somptueuse mélodie. En chemin, il rencontra des nuages qui entendaient, eux aussi, le son de la musique. D'abord, il vit un nuage à lunettes qui dansait et faisait gigoter ses montures, sur un rythme qui devenait enivrant. Puis, il y eut un nuage qui avait des pinces à linge, et lorsqu'il bougeait, on aurait dit qu'il jouait des castagnettes. Il y avait aussi le nuage au chapeau, qui écoutait la musique tout en faisant son dodo. Tout allait pour le mieux, pour l'animal, jusqu'au moment où un gigantesque chêne millénaire lui barra la route. « Qui es-tu? Que veux-tu » ? Pardon de vous déranger, monsieur le chêne millénaire, mais je suis un chien aux grandes oreilles et je cherche à savoir d'où vient cette magnifique mélodie. Une mélodie, dis-tu? Magnifique? Comme je t'envie. Moi, je ne connais pas, je n'entends pas aussi bien que toi. Et puis je ne vois pas pourquoi je te laisserais passer. S'il vous plaît. Je te dis non, répondit l'arbre qui devenait de plus en plus méchant. Le chien ne savait plus quoi faire jusqu'à ce que lui vienne une idée. Je peux vous prêter un peu de mon oreille, si vous voulez. Comme ça, vous découvrirez toute la beauté de cette musique. Ça, c'est une bonne idée. Et en échange, me laisserez-vous passer? Si ta musique me comble de joie, alors tu passeras. Popeye, qui prêta un peu de son oreille, n'avait jamais vu ça. L'arbre millénaire était tellement enivré par la musique que ses vieilles écorces se mirent à briller comme au premier jour. À coup sûr, l'arbre avait aimé et le chien pouvait repartir à ses recherches. Quelle fut sa surprise lorsqu'il s'aperçut que celui qui jouait aussi bien était son pire ennemi, un chat. Pipouille s'arrêta net de jouer. « Ne t'arrête pas, petit chat, continue de jouer. »« Je ne peux pas, je ne peux plus, » répondit Pipouille. « Et pourquoi ? » ?»« Parce que je sens que tu n'aimes pas les chats et ta présence me trouble. »« Oh, mais tout ça c'est du passé. J'ai fait un si long chemin pour te rencontrer. Ta musique m'a envoûté. Désormais, je ne pourrai que t'aimer. » À partir de ce jour-là, Popeye, le chien aux grandes oreilles, se mit même à chasser les chiens qui n'aimaient pas les chats.
Dans son livre intitulé Malade, paru en 2018, le docteur Alain Vadeboncoeur, bien connu, poursuit son exploration du milieu hospitalier par le truchement de 43 histoires vraies, pour la plupart inédites. Il offre surtout un aperçu de sa profession à celles et ceux qui se nourrissent de séries télévisées hospitalières. Il parle des drames qui s'y jouent et du plaisir qu'il a à exercer. Mathieu Carbas, du magazine L'Actualité, a rencontré le docteur Vadeboncoeur. Question. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce nouveau livre? Eh bien, j'ai eu l'idée de ce recueil à force d'entendre mon éditeur me dire d'introduire mes chapitres à l'aide de récits parce que ça m'aidait à me structurer. J'ai donc produit un bouquin complètement structuré, juste en récits, pour lui en boucher un coin et faire plaisir au lecteur. Il s'agissait aussi de me reposer un peu les méninges après l'écriture de Désordonnance, qui m'a demandé beaucoup de recherches, de sources et de validations scientifiques. Question. Vous avez déjà écrit sur le système de santé, la mort, sur la médecine elle-même. S'agit-il cette fois d'un récit plus personnel? C'est surtout un angle différent. Comme je ne connais pas vraiment grand-chose d'autre, j'ai tendance à centrer mes hobbies d'écriture autour de mon métier de base, celui d'urgentologue et du monde de la santé. Alors, après avoir parlé des enjeux politiques du système, de la mort et des acteurs qui la jouent, et de la médecine elle-même, j'ai eu envie d'explorer le côté un peu plus givré des hôpitaux, qui contribue certainement à mon intérêt, je dirais sociologique pour ce milieu, dans lequel je travaille depuis plus de 28 ans et avec lequel je suis tombé amoureux dès que j'y ai mis les pieds. Question. Pourquoi avoir choisi de raconter ce qui se passe derrière les portes de l'hôpital? Surtout parce que c'est mal connu. Simon Olivier Fecteau l'écrit très bien dans sa préface. Les patients ne savent pas trop ce qui se passe vraiment derrière les rideaux qui masquent la scène de l'urgence. Ils trouvent surtout que c'est trop long et qu'on devrait se grouiller un peu. En réalité, il se passe une foule de choses, et parfois très dures et très graves, bien entendu, mais parfois bizarres, loufoques, ou même carrément drôles, autant du côté des soignants que de celui des patients d'ailleurs. Il faut dire que c'est un travail d'équipe et que ces moments plus légers permettent d'alléger le stress parfois intense que la pratique amène. Mais en fait, je l'ai écrit parce que j'ai toujours du fun à mettre cela en forme, à rendre compte de situations tirées de ma réalité professionnelle. Question. Avez-vous une anecdote croustillante à faire partager aux lecteurs de l'actualité? Croustillante, dans le sens grégois du terme? Je ne suis pas allé trop loin dans cette direction. Il me semble d'ailleurs que c'est moins présent qu'à mes débuts il y a 30 ans. Mais c'est peut-être juste parce qu'on vieillit. Cela dit, les bonnes histoires ne manquent pas. Tout le monde en a toujours une foule à raconter. Tenez, une que je n'ai pas mise dans mon livre, mais je ferai sûrement un blog avec. Un de mes amis médecins qui s'était endormi une nuit en faisant des points, la tête bien penchée sur le champ opératoire. Le patient pensait qu'il était très concentré sur son travail jusqu'à ce qu'il se mette à ronfler bruyamment. Il a fallu que les infirmières viennent le réveiller pour qu'il termine sa couture. Il faut dire qu'il travaillait un peu trop, mais bon. Question. Quel aspect de votre profession est le plus méconnu du grand public? Je pense que c'est cette vie intense en équipe, dans les hauts et les bas des cas que nous devons soigner. Parce que c'est parfois très émotif et intense à l'urgence, mais à d'autres moments, on niaise aussi pas mal, comme dans n'importe quel milieu de travail. Et ça inclut même les patients, quand ils ne sont pas trop souffrants ou en danger. D'ailleurs, je dis souvent à ceux qui sont sur une civière en face du poste qu'ils ont les meilleurs billets pour assister au spectacle permanent de l'urgence,
le seul show en ville qui roule 24 heures sur 24. Et gratuit en plus. Ça les fait sourire, ce qui est important pour les aider à guérir ou juste pour passer le temps. Voici maintenant une des anecdotes racontées par le docteur Vadeboncoeur. Je suis en train de rédiger mes derniers dossiers. Soudain, une voix perçante provenant des haut-parleurs nous fait tous sursauter. Attention, attention, code bleu aux soins intensifs, chambre 635. Attention, attention, code bleu aux soins intensifs, chambre 635. Attention, ça ne nous concerne pas. Les arrêts cardiaques sur les unités de soins sont couverts par une équipe qui en est responsable. Lynn, me semble qu'à 2 fois on a compris, non? Il le répète 3 fois maintenant. C'est nouveau? Il n'entendait pas à l'étage, il paraît. Nous, on l'entend. Me semble qu'ils pourraient mettre ça moins fort. Ils sont pas encore venus régler les haut-parleurs? Parle-moi pas. Ça a réveillé tous les patients de l'urgence hier soir. Je suis le chef de l'urgence. C'est le docteur Vadeboncoeur qui parle. Et ma méthode de travail, c'est de régler les choses au fur et à mesure autant que possible. Dès que je constate un problème, je prends le téléphone, cet outil souverain, pour dicter une lettre qui trouvera éventuellement son chemin jusqu'au responsable susceptible de résoudre le problème. En l'occurrence, il faut régler le niveau sonore de l'appel général. J'empoigne donc le combiné de téléphone, signale le code de dictée et j'enchaîne en mode rapido, une de mes spécialités, sous le regard amusé de l'assistante. Lettre pour... Comme souvent, je ne sais pas trop à qui je vais écrire. Mon adjointe Karima, une femme bien organisée, le trouvera en temps et lieu. Lettre à machin chose là. Objet, haut-parleur à l'urgence. Chère chose, comme j'ai pu le constater encore une fois ce soir, en date du, tu mettras la date, les haut-parleurs de l'urgence diffusent à un volume qui est vraiment trop élevé. T'as bien raison, il faut les faire ajuster. Je sais, ça ajuste pas d'allure. Donc, ah oui, et ça dérange souvent les patients. Non, ça les empêche de dormir. Est-ce que vous pourriez ajuster le tout? Merci de donner suite rapidement, dabadabadabada, veuillez s'il vous plaît accepter, abadabadabada, signé Alain, babadabadabada. Copie conforme aux urgentos et aussi un petit guidou. Bon, qui d'autre? Non, ça va. Ah oui, copie conforme à Charles. Dominique, l'infirmière au triage, arrive en courant au poste, interrompant ma dictée, l'air affolé. Alain, arrête! Quoi, il y a un code? Je me lève d'un bond, le combiné à la main, prêt à aller sauver une autre vie. Non, c'est quoi? Mais on t'entend parler partout. Mais où ça? Mais dans la salle d'attente. Médusé, je regarde le téléphone, je l'approche de mes lèvres et je lance « Allô ?» Et, provenant de la salle d'attente au loin, j'entends rire les patients, le tout accompagné de quelques joyeuses réponses « Allô, allô ?» En vérifiant l'écran du téléphone, je constate que je me suis trompé de numéro et que je dicte en ce moment sur l'appel général de l'urgence. Et justement, ça sort vraiment fort. Je parie que le prochain patient va m'appeler docteur Vabadabadabadabada. Et je vais terminer sur un ton un peu plus sérieux. Décédé en 2017, Jean d'Ormesson, écrivain, journaliste, philosophe, a écrit tout au long de sa vie. Et ses textes lui survivent. Un exemple, ce texte particulièrement inspirant, intitulé « Le train de ma vie ». Ce train dans lequel on voyage de la naissance à la mort et qui rappelle les essentiels de l'existence. À la naissance,
On monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train, et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, et même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons, pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Voilà. Moi, je veux dire à chaque personne qui m'a écouté que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. C'est le lecteur qui parle. C'est ainsi que je vous dis au revoir.